Bonjour à tous et bienvenue à cette 6e édition de Planète, l'émission des étudiants à la maîtrise en journalisme international de l'Université Laval. Mon nom est Angie Milius et je vous accompagnerai tout au long de cette émission. Planète. Aujourd'hui à l'émission, une culture philanthropique est-elle en mesure de s'implanter au Québec? Nous avons rencontré des philanthropes passionnés de cette philosophie. C'est un investissement sûr et intelligent. Un Québécois développe un nouveau moyen de contraception féminine, le condom invisible. Au Burkina Faso, la production artisanale du savon permet aux femmes atteintes du sida de subvenir à leurs besoins. Non, maintenant, il faut payer. C'est très cher. Et enfin, on se rend au Burundi où des détenus dansent dans la plus grande prison du pays. Bienvenue à Planète. Le typhon Haiyan a fait plus de 10 000 morts et des milliers de blessés aux Philippines en novembre dernier. Cette tragédie et celle du séisme d'Haïti en 2010 relancent le débat de l'aide internationale. Le 8 novembre 2013, le super typhon Haiyan fait plus de 10 000 morts et des milliers de blessés aux Philippines. Le gouvernement philippin lance alors un appel à l'aide internationale. Le Canada y répond et envoie plus de 15 millions de dollars, une somme qui sera bientôt doublée. En attendant, beaucoup de volontaires humanitaires partent sur place pour aider la population. Nous avons rencontré Sophie Brière, professeure en développement international. Selon elle, le souci actuel est de ne pas refaire aux Philippines les erreurs commises à Haïti après le tremblement de terre de 2010. Elle souligne l'importance d'un dialogue entre les populations locales et les organismes internationaux. Souvent, le défi par rapport à ça, c'est de savoir comment on écoute la population, c'est la capacité aussi des gens à exprimer leurs besoins sous la forme de différentes instances, et le gouvernement étant l'instance suprême. Mais en Haïti, ça a été une problématique où l'État avait de grandes difficultés à faire cette coordination-là de l'aide. On voyait des ministres qui venaient intervenir, mais on voyait toute la fragilité du gouvernement, et normalement, c'est le premier acteur. Voilà ce qui nous différencie. Nous avons les moyens de faire face à une crise, eux pas. Cette relation inégale nous pousse parfois à passer outre la volonté des sinistrés ou à agir sans les consulter. Quand on est pressé, quand on veut faire vite, puis des fois pour le mieux aussi, parce qu'il y a des gens qui ont faim, qui ont besoin, bien on va y aller par le plus simple et c'est de faire à la place des acteurs locaux. Les organismes de coopération présents aux Journées québécoises de la solidarité internationale, qui avaient lieu du 6 au 16 novembre, veulent remédier à cette situation. C'est pourquoi Fausse Parler est leur slogan cette année. Annick Davignon est responsable des stages Jeunesse à l'AMI, l'organisme international d'aide à l'enfance basé à Québec. Pour elle, envoyer des jeunes à l'étranger reste une priorité. Ça crée une solidarité. En fait, j'ai des jeunes qui partent au Honduras dans une communauté où c'est le commerce équitable qui fait beaucoup rouler l'économie là-bas. Mais quand ils reviennent, c'est pas juste une tendance de consommer équitable, c'est aussi pour eux, ça met un visage sur les gens qui font du commerce équitable. Et maintenant, c'est plus juste quand j'ai de l'argent, j'achète équitable. C'est chaque jour, j'achète équitable parce que je sais que grâce à mes achats équitable, mais ça permet à des enfants que j'ai rencontrés à aller à l'école, à des familles de pouvoir avoir les soins de santé qui méritent en fait. Donc ça crée un lien très fort entre les communautés du Nord et du Sud pour que les actions qui sont posées ici soient en solidarité avec les populations du Sud. Attention toutefois à ne pas confondre action humanitaire et coopération internationale. L'action humanitaire se fait en situation d'urgence, tandis que la coopération internationale privilégie le temps long pour atteindre ses objectifs et se réalise toujours en partenariat avec les populations locales. C'est cette idée de dialogue qui a séduit Marie-Josée Girard, une jeune fille de 23 ans. Elle part chaque été à Haïti depuis 2 ans pour organiser et animer un camp de vacances pour plus de 400 enfants.
Sur le terrain, ce qu'il y a le plus riche, en fait, c'est vraiment le partage, le bien commun. Donc, le partage de nos objectifs individuels, de nos valeurs, de nos idéaux. Et puis, de partager ça avec une communauté culturelle, c'est vraiment très enrichissant. Mais plus particulièrement, je pense qu'il y a aussi, c'est sûr, en tant que Nord-Américain, il y a aussi le but de la coopération, c'est aussi d'amener, nous, ce qu'on a particulièrement, c'est oui, des moyens financiers, des moyens matériels dont on peut faire profiter, en fait, certaines communautés. Les organismes internationaux n'envoient pas des jeunes Québécois à l'étranger réaliser des projets internationaux dans le but qu'ils changent tout sur place ou parce qu'ils sont les meilleurs. C'est plutôt pour changer nos mentalités et encourager une prise de conscience collective du monde qui nous entoure. Cynthia Deschamps, nous l'avons vu dans votre reportage, les organismes internationaux apportent de l'aide, mais ils sont aussi soumis à une logique économique. Oui, il ne faut pas oublier que l'un des buts principaux des organismes est de récolter des fonds, parce que sans argent, ils ne pourraient pas réaliser leurs projets. Et quel impact est-ce que ça a sur le terrain? Eh bien, ils auront tendance à privilégier certaines actions plus vendeuses que d'autres, qui passeront mieux dans les médias. Donc ce désir de visibilité médiatique les poussera parfois à ignorer les demandes premières des gouvernements. Par exemple, en Haïti, le gouvernement avait vraiment besoin qu'on déblaye tous les gravats, mais ce sujet n'était pas assez séducteur. Merci Cynthia. La philanthropie, en grec, veut dire être l'ami des hommes. Être philanthrope, c'est s'attarder à améliorer le sort des humains. Nicolas Pelletier, cette semaine, vous êtes intéressé à l'émergence de la culture du don au Québec. La philanthropie revêt plusieurs formes. Ça peut être par exemple le don d'argent, le don de temps ou même le don de talent. Ce qui était jadis la charité au Québec prend aujourd'hui un nouveau nom, devient même une nouvelle forme d'économie. On est allé explorer cet univers-là pour vous. On vous suit, Nicolas. Bonne journée. Okay. Bonjour. Bonjour, je vais très bien. On se revient et je vous signe. Mon nom, c'est Patrick Riwal. Je suis cuisinier. Alors actuellement, je fais du bénévolat de façon régulière ici à l'Aube-Rivière. Ça fait depuis 3-4 mois que je suis régulier, donc que je viens donner un coup de main. Servir de la nourriture aux démunis, c'est le moyen que Patrick a choisi pour aider les autres. Ses efforts s'inscrivent dans une culture du don, en pleine expansion au Québec. Autrefois, la philanthropie était l'affaire des communautés religieuses. Les soupes populaires se trouvaient alors dans les sous-sols d'églises, à l'instar des Sœurs de la Charité à Québec. La culture philanthropique était récemment à l'ordre du jour à Québec. L'occasion de se questionner sur cette forme d'économie alternative. Donc, qu'est-ce que c'est le secteur communautaire, les organisations qui s'occupent des itinérants, qui s'occupent d'accueil pour femmes, qui s'occupent de la grande pauvreté? Est-ce que c'est à l'État de s'en occuper? Est-ce que c'est à la générosité des particuliers? Est-ce que c'est aux entreprises de contribuer? La philanthropie se situe entre l'État et le secteur privé. Elle s'insère dans une perspective d'économie sociale. Des citoyens et des citoyennes qui sont dans une logique de participation, de changement, de transformation, ce sont des conditions essentielles pour la croissance. En 2010, Michaël Jean lance sa fondation pour la jeunesse. Investir dans le capital humain qui est le plus précieux que l'on puisse imaginer, c'est un investissement sûr et intelligent. C'est toujours rentable. Il dit souvent en affaires, le temps c'est de l'argent. Donc donner du temps, c'est donner une forme d'argent, mais en réalité, c'est aussi donner des relations humaines, avoir la générosité de se partager. Patrick donne de son temps et de son talent. D'autres optent pour le don financier. Les actions philanthropiques, on a tendance à les voir comme d'abord une question de générosité. Or, comme je vous l'ai dit, on se donne des règles collectives, et par exemple les exemptions fiscales font en sorte que si moi je fais un don, par les exemptions fiscales, j'engage l'ensemble de la société. Donc cette question-là de la responsabilité, de la reddition de comptes, de la transparence, aussi fait partie des défis démocratiques pour les fondations aujourd'hui. C'est leur façon à eux de voir les choses. C'est certain que personne ne va dire « oui, mais en retour, je vais peut-être avoir je vais enlever sur mes impôts, je vais faire des bénéfices là-dessus ». Je ne suis pas sûr que ce soit le calcul qu'ils ont fait avec, parce que dans le fond, ils ne toucheront jamais au niveau de l'impôt ce qu'ils vont donner au bénévolat. La philanthropie est traditionnellement plus présente aux États-Unis et au Canada anglais. Au Québec, elle prend rapidement de l'ampleur. Il me semble qu'il y a une tendance de plus en plus forte. Mais il y a aussi un phénomène, on le sait, c'est que toute crise économique entraîne du bénévolat parce que les gens n'ont pas le choix. Il y a cette volonté d'améliorer
le sort et les conditions de vie de ceux qui nous entourent, de nos concitoyennes, concitoyens, et de contribuer au bien de l'ensemble, au bien commun. Que ce soit en donnant temps ou argent, les philanthropes peuvent-ils être un véritable moteur de l'économie québécoise? C'est en tout cas le pari que fait la philanthropie. Les femmes sont plus susceptibles de contracter une infection transmissible sexuellement et par le sang que les hommes. C'est une réalité anatomique. Marc-Antoine Paquin, un groupe de chercheurs de Québec, travaille depuis plusieurs années pour offrir aux femmes un nouveau moyen de contraception et de protection bien particulier. Effectivement, Angie, depuis plus de 15 ans déjà, le docteur Michel Bergeron et son équipe du Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval travaillent à développer le condom invisible. Ce qu'ils souhaitent, c'est de permettre aux femmes de contrôler davantage leur sexualité. On écoute votre reportage. Chaque année, dans le monde, près de 500 millions d'infections transmissibles sexuellement et par le sang, ITSS, sont diagnostiquées, et ce, sans compter le VIH et le sida. Un condom invisible, pour les femmes. Voilà la solution imaginée par le docteur Michel Bergeron et son équipe du Centre en infectiologie de l'Université Laval pour pallier ce problème. On l'appelle condom parce qu'il a les mêmes propriétés que le condom mâle, mais on l'appelle invisible parce qu'il est invisible aux partenaires sexuels, pour que la femme puisse se prendre en main, pour contrôler sa vie sexuelle. Le condom invisible, c'est un gel que la femme s'appliquerait avant une relation sexuelle, un gel qui imite les sécrétions vaginales et auquel on a ajouté un microbicide. Le surfactant, qui est le microbicide, la composante qui tue microbicide, donc qui tue les microbes, cette composante-là a la propriété de contrôler à peu près tous les micro-organismes qui causent des maladies transmises sexuellement, puis comme je disais, le sperme également. L'application du gel nécessite l'aide d'un applicateur particulier, unique au monde, bien différent de ceux utilisés actuellement pour l'application de spermicides, qui évite la grossesse, mais ne protège pas contre les ITSS et le VIH. Le condom invisible offre une protection uniforme de la vulve au col de l'utérus. C'est un applicateur vraiment avec beaucoup de trous, et latéral et aussi apical. Il fait les livraisons des gels partout vraiment et pour couvrir toutes les mucoses vaginales et mucoses du col. Ça, c'est le seul applicateur qui peut faire ça. Et vraiment génial. Le condom invisible offre une protection de 4 à 8 heures et peut être appliqué jusqu'à 1 heure avant la relation sexuelle. Après l'éjaculation, le sperme et le gel sont évacués naturellement avec les sécrétions vaginales. Pour le docteur Abea Omar, il y a d'autres avantages. Le condom invisible permettra notamment des relations sexuelles plus naturelles et spontanées. Une fois, 2 fois par jour, et c'était sécuritaire. Il ne cause pas de problème. Il ne cause pas de rugeur, il ne cause pas de lésions, il ne cause pas d'irritation. C'est vraiment été impeccable, vraiment sécuritaire et bien toléré. Le partenaire ne sent même rien, que vous n'avez rien dans le vagin. Le docteur Jannick Hamid exerce en région parisienne. Proche de ses patientes, elle aborde souvent avec elles les questions de contraception et d'ITSS. De l'autre côté de l'océan, même si elle reconnaît des aspects positifs au projet, elle reste prudente. Si cette technique de contraception a d'autres avantages antiviraux, là, ce serait formidable. Hein. Mais l'acte d'amour prémédité manque de poésie. En plus de cet aspect psychologique, certains aspects techniques soulèvent des doutes chez le docteur Hamid. Je pense que la technique va être difficile à accepter. C'est vraiment un facteur limitant, hein, cette manipulation-là. Hein. Aucune contraception n'est efficace à 100%. Il faut avoir quand même confiance, hein, parce qu'on n'est pas à l'intérieur pour voir. Hein. Mais les jeunes ont l'air d'être assez décontractés. Les anciennes, non, moins facilement, mais les jeunes, oui. Après des études sur la faisabilité, l'acceptabilité et la tolérance des femmes au Québec et au Cameroun, le condom invisible est actuellement en étude de phase 3. Tout en respectant les règles d'éthique, on cherche à connaître sa véritable efficacité sur un grand nombre d'individus volontaires. Si les résultats sont concluants, la commercialisation du condom invisible pourrait être effective d'ici 2 ans. Le groupe féministe Femen fait parler de lui. Fondée en Ukraine et présent dans un grand nombre de pays, la branche québécoise du mouvement fête son premier anniversaire. Notre journaliste Rabia Kabaj rencontre Morgane Marie Pouliot, représentante du mouvement dans la région de Québec.
Connues à travers le monde pour leur militantisme topless en faveur des droits des femmes, les Femmes dérangent autant qu'elles fascinent. Madame Marie Pouliot, bonjour. Bonjour. Femmes Québec fête ces jours-ci son premier anniversaire. Quel bilan dressez-vous de cette première année de militantisme au Québec? En fait, on est assez satisfaite. C'est sûr qu'un an de militantisme, c'est pas beaucoup. On a encore beaucoup d'années à venir, mais toutes les actions qu'on a menées ont quand même été un bon succès. Donc, c'est vraiment un très bon bilan. Et on espère que ça va continuer avec les années. C'est sûr, il y a toujours des causes. À chaque jour, on voit des nouvelles qui ont rapport aux femmes ou même juste aux libertés, aux droits humains. Donc, on a du travail sur la planche et j'espère qu'on va continuer. Oui. Et en fait, Femmes, c'est un mouvement global avec des branches nationales présentes dans différents pays. C'est quoi le dénominateur commun entre tous ces différents mouvements nationaux? Qu'est-ce qui les relie? C'est surtout les causes. Donc, on se bat contre 3 grands fléaux. On se bat contre la dictature, contre les institutions religieuses et contre l'exploitation sexuelle. Ce sont 3 causes dans lesquelles les dirigeants sont dans le déni de la femme. C'est sûr que pour ce qui a trait à la dictature, ici, on est dans un pays qui est relativement égalitaire, qui a une démocratie quand même assez bien établie, qui a toujours des lacunes, donc on va quand même s'attaquer à ces lacunes-là. Mais on s'attaque surtout à ceux qui viennent dans notre pays, qui sont des dirigeants qui sont accusés de crimes contre l'humanité, qui sont quand même acceptés pour des rencontres économiques. Donc ces gens-là, on va s'attaquer à eux pour qu'ils ne puissent pas venir au Québec, au Canada. Donc, c'est surtout là-dessus que nous, on se base en tant que Femmes Québec, mais les 3 causes qu'on partage sont internationales. Certains des détracteurs de Femmes reprochent au mouvement de réduire la femme à son corps et à sa sexualité et trouvent que c'est peut-être paradoxal venant d'un mouvement féministe. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour militer de façon traditionnelle, faire du porte-à-porte, parler entre membres, parler entre féministes. Mais il y a un temps pour agir, pour venir confronter les gens dans leur quotidien. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est ça. On vient confronter les gens, on vient les choquer, on vient les inciter à s'informer. Et on ne peut pas qu'être intellectuel, on peut pas... Le féminisme ne peut pas rester ce qu'il est présentement, ce qu'il est devenu. Il y a déjà eu du féminisme de combat, c'est juste qu'on l'a oublié. Ou chaque époque a aussi sa façon d'agir, le radical chez Femmes, il n'aurait pas pu être appliqué dans le temps de Maurice Duplessis ou même dans le temps de la Révolution tranquille. Mais, je veux dire, si le féminisme a toujours été pour la liberté sexuelle, l'émancipation de la femme, et le fait que le corps, le torse de la femme ne soit pas égal à l'homme, c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter. Et je pense qu'en plus, c'est déjà légal d'être torse nu en tant que femme au Canada. Il reste juste à l'accepter puis à arrêter de le voir de façon sexuelle. Sur un plan plus personnel, vous-même, vous êtes la petite fille de Claire Bonenfant, donc qui a été une grande figure du féminisme québécois et qui a notamment été présidente du Conseil du statut de la femme à la fin des années 70, début des années 80. Entre le féminisme à l'époque de votre grand-mère et le féminisme de nos jours, vous voyez plutôt un rapport de rupture ou de continuité? C'est sûr qu'avoir une grand-mère qui était quand même une grande féministe dans ma famille, ça fait que j'ai été élevée selon ces valeurs-là. Donc pour moi, c'est naturel d'agir dans Femmes parce que ça fait partie de mes valeurs. Et je pense que, comme j'ai dit, c'est par étapes. Le féminisme se gagne par petits combats et on a déjà atteint la liberté économique jusqu'à un certain point. Mais il y a encore des combats à mener parce que le patriarcat, s'il n'est plus présent dans la politique, il a été déplacé, il est dans l'industrie du sexe, il est dans tout ce qui a trait à la publicité, à la mode, il est encore présent. Et on ne peut pas se fermer les yeux en se basant sur le seul combat qu'on a gagné, c'est-à-dire la liberté économique, l'indépendance. Mais il ne faut pas s'arrêter à un combat, il faut réussir à gagner l'égalité totale dans tous les niveaux de la société. Madame Marie Pouliot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que Madame Marie Pouliot est représentante de Femmes pour la région de Québec. L'épidémie du sida continue à détruire des vies au Burkina Faso. Des femmes atteintes de ce virus trouvent refuge chez des associations.
Sarah Pomar-Chiquette, vous étiez sur place. Quels sont vos constats? En fait, les différents responsables d'associations qui luttent contre le VIH-Sida sont unanimes. L'État burkinabé prend au sérieux la problématique. Le principal enjeu demeure le manque de financement des organismes qui peinent à subvenir aux besoins des personnes atteintes du VIH-Sida. On regarde ce que vous avez préparé. La prévalence moyenne du VIH dans la population générale du Burkina Faso a diminué de 6 % depuis 1995. Un chiffre encourageant pour les différentes organisations qui luttent contre le sida dans le pays. Malgré ces résultats, Niyonzima Salvatore, coordonnateur de ONU-SIDA au Burkina Faso, estime que les associations sont de plus en plus confrontées à des problèmes financiers. Les organisations qui sont engagées dans la lutte contre le VIH, aujourd'hui, elles ont toutes un problème, le même problème, c'est le problème de financement. Et le problème de financement ne vient pas du Burkina seul. Le Burkina est un pays qui est dans le monde et qui est en Afrique et qui malheureusement a été frappé de plein fouet par la crise économique et financière qui a frappé le monde. ActiPlus est une association qui lutte contre cette épidémie dans plus de 42 villages du centre-ouest. Des ateliers d'information et de sensibilisation y sont offerts, ainsi que des ateliers de causerie. Selon Amiego Louis, président de l'association, l'Église contribue indirectement à la propagation du VIH-Sida. Donc, je pense que la meilleure façon, c'est de permettre et de dire aux fidèles de se protéger. Ce n'est pas dit de divaguer, mais quand même de se protéger parce que c'est une maladie qui est là. Et une fois qu'on continue de dire qu'il faut s'abstenir, il faut rester fidèle, pendant qu'on sait que ce n'est pas vrai par rapport à notre société d'aujourd'hui, ça veut dire que c'est encourager la propagation du VIH selon moi. Madame Nyamiego Clavis, responsable de la prise en charge communautaire à ActiPlus, explique les difficultés que rencontre l'association. L'argent est le nerf de tout. Il y a le carburant qu'il faut mettre pour se déplacer, pour les sensibilisations. Il faut de l'argent pour acheter les vivres et il faut de l'argent pour que les bénéficiaires puissent se soigner. Il faut de l'argent pour leurs examens. On a pas mal de problèmes vraiment qu'on rencontre du côté financier. Sylvia participe aux activités de l'ActiPlus. Elle a appris qu'elle était atteinte du sida en 2007 après avoir fait passer un test de dépistage à sa fille. Je l'ai amenée à l'hôpital. Bon. Et c'est par ça qu'on m'a indiqué, on dit d'aller faire le dépistage. Bon, je suis allée faire le test de la petite et ça a été positif. Bon, en même temps, moi aussi j'ai enchaîné pour moi et j'ai fait le test. Pour Camilla, l'association est un moyen de se sentir moins seule avec la maladie. Les avantages, c'est qu'on a un groupe de parole, on vient causer, que si on cause là, on oublie qu'on est malade. Ça nous soulage. Et puis on pose des questions, on se taquine par-ci, par-là, et puis il n'y a pas de problème. Si on rentre, on ne sent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les personnes atteintes peinent à se soigner convenablement. Bien que les médicaments soient gratuits, les examens médicaux sont coûteux. On n'a pas les moyens. Des fois, les examens, normalement, on doit faire 6 mois, les examens. Entre-temps, à l'hôpital, il y avait un appareil qui s'est gâté. Donc maintenant, il faut payer. Et puis, c'est très cher. Afin de compenser les coupures budgétaires et la précarité des personnes séropositives, l'association a mis sur pied une activité de financement qui consiste à produire du savon. Cette initiative contribue à améliorer la condition de vie des personnes atteintes du sida. Malgré la maladie, ce projet est source d'espoir et de réconfort. De l'Afrique de l'Ouest, nous nous rendons maintenant en Afrique de l'Est. Irène Pratka, bonjour. Bonjour. Vous nous amenez cette semaine en Afrique. Oui, Angie, plus précisément au Burundi. J'ai découvert ce petit pays en 2011 alors que j'ai travaillé pour un journal local et je suis tout de suite tombée amoureuse avec le pays. La spontanéité et la débrouillardise des gens, mais aussi la musique. C'est vrai qu'on dit souvent que l'Afrique est le continent de la musique. En effet, Angie, même dans les endroits les plus inattendus, comme par exemple une prison. On vous accompagne au Burundi. Au Burundi, une fête n'est pas une fête sans les ingoma. Le mot ingoma signifie règne, et ces tambourinaires athlétiques ont été longtemps un symbole du pouvoir royal. Les voici en train d'accueillir le président de la République à l'aéroport après une visite d'État.
Mais leur accueil n'est plus réservé pour les grands chefs. Aucun mariage, aucune manifestation sportive, aucun défilé n'a lieu sans ces Ngoma. Ils sont partout, toujours parés de rouge, vert et blanc comme le drapeau burundais. À Bujumbura, à la prison centrale de Mpimba, je tombe sur un spectacle inédit. Mpimba, c'est un vieil édifice, aux murs hauts, avec un intérieur sombre et étroit, rempli d'hommes désœuvrés et oubliés. 2500 détenus vivent ici et dorment à plus de 20 dans une chambre. Un drôle d'endroit pour apprendre à danser, mais c'est exactement ce que ces jeunes hommes ont fait. Aujourd'hui, la prison abrite des compétitions de soccer et d'athlétisme entre détenus. Entre les épreuves, c'est au tour des danseurs de briller. Ils troquent leurs habits de prisonniers pour les robes des Ngoma, et même la gravité ne semble plus les restreindre. Je veux bien leur parler, mais aucun d'entre eux parle français. La plupart n'ont aucune éducation. Mon collègue leur parle à ma place. Il explique qu'ils sont des travailleurs domestiques, accusés de vol ou de violences sexuelles. Certains sont condamnés à la perpétuité. Ils savent que ce n'est pas demain la veille que les portes de Mpimba s'ouvriront devant eux. Mais ils ont trouvé leur propre façon de sauter vers la liberté. Voilà, ceci met fin à notre 6e édition de Planète. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon des enjeux d'ici et d'ailleurs. D'ici là, vous pouvez suivre l'équipe de Planète sur le web, sur le blog ou encore sur Facebook. Bonne semaine.